Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a le prof Caron. On parle de chambre d'écho. Chambre d'écho. Écho, écho, écho. La polarisation, les médias, devrait-on réglementer? C'est des sujets qui intéressent les politologues, mais tout le monde en parle un peu tout croche. Ben, nous autres, on en a un vrai. Puis en plus, lui, il travaille. Il ne fait pas juste copier des textes anglophones, il travaille pour vrai. On va pouvoir lui poser toutes ces questions-là. Écoute, Jean-François, merci d'être là. Ça nous fait plaisir de te recevoir. En ce moment, tu travailles beaucoup sur la thématique de l'intelligence artificielle. Il y a les réseaux sociaux également. Donc, on va parler de tout ça, puis on parlera peut-être un petit peu plus tard dans le podcast de la conférence qui va, auquel auquel on convie les gens finalement le 2 décembre prochain. Écoute, le thème de la chambre d'écho, moi, ça m'intéresse qu'on parle de ça aujourd'hui parce que j'ai fait un podcast là-dessus en mars 2021, imagine-toi donc. Et à l'époque, je vous rappelle le contexte, il y avait, je pense que c'était Catherine Fournier. En tout cas, il y avait une députée qui avait déposé une motion à l'Assemblée nationale. Et j'avais tellement trouvé ça d'une ironie savoureuse. Elle avait déposé une motion à l'Assemblée nationale demandant à ce que l'Assemblée nationale adresse le problème des chambres d'écho. Tu sais, les chambres d'écho étant ces endroits virtuels ou physiques où tout le monde pense pareil. Et cette motion-là avait été adoptée à l'unanimité par 125 députés qui se disaient extrêmement préoccupés par l'existence des dites chambres d'écho sur Internet où de façon unanime. De façon unanime où tout le monde pense pareil. Parce que eux, vous avez compris, ils ont beaucoup de diversité d'opinions et ils étaient très fiers de présenter cette motion-là votée à l'unanimité, Jean-François. C'est un bel exemple de chambre d'écho, hein? 125 contre 0. Ben oui, c'est très particulier, mais tu sais, ben c'est ça, tu sais, moi je travaille là-dessus depuis un an environ. C'est le gros projet de recherche que j'ai, puis c'est un peu dans cette perspective-là qu'on a organisé la conférence du 2 décembre à la Scène de Bourgneuf, où on va parler là, des effets de la 4e révolution industrielle, mais on va se concentrer davantage sur la question de l'automatisation de l'économie, des emplois, puis les conséquences que ça peut avoir sur l'avenir des sociétés. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un chapitre dans le livre que je prépare sur ce sujet-là. C'est simplement pour vous montrer là, toute la diversité des thématiques qui sont liées à l'Internet, à l'intelligence artificielle, globalement la 4e révolution industrielle. Puis c'est la question des chambres d'écho puis de la polarisation en politique. Comme tu l'as dit, tout le monde en parle, mais il semble qu'il n'y a pas grand monde qui savent exactement de quoi ils parlent, parce qu'on va voir aujourd'hui qu'accuser les réseaux sociaux d'être la mère de tous les maux en matière de polarisation politique, c'est non seulement, c'est pas exagéré, c'est juste carrément faux. Puis je pense que c'est important de démystifier cette question-là avant de commencer à penser à mettre en place des mesures pour réglementer les réseaux sociaux qui, ultimement, on sait très bien vers quoi ça nous mènerait, simplement de la censure. Donc, lorsqu'on aborde une thématique comme ça, là, puis le pire, c'est que la motion de Catherine Fournier, je suis sûr qu'il n'y a même pas eu de débat. Moi, je suis persuadé qu'elle a été adoptée sans débat, comme ça, à l'unanimité, comme c'est souvent le cas à l'Assemblée nationale. Mais je trouve ça malheureux parce que c'est se prononcer sur une question sans l'avoir étudiée. Puis moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Ça fait un an que je suis là-dedans à temps plein. Puis, je veux dire, à tous les jours, là, je découvre des thèses, des arguments auxquels j'aurais pas pensé là, a priori. Simplement, sur la base de ce qu'on entend dans la rue par monsieur, madame, tout le monde, qui, encore une fois, se plaisent à raconter que les réseaux sociaux, c'est la mère de tous les maux qui nous affectent. C'est spécial, ça, parce que moi, de ce que j'ai souvenir du temps que j'étais vraiment jeune, début des années 90, avant l'arrivée d'Internet, c'est que les Québécois, dans les familles, se chicanaient à propos des Canadiens puis des Nordiques, puis à propos des libéraux puis des péquistes. Puis la chicane pognait vite, tellement que ma tante y arrivait dans les parties de Noël, puis ils disaient « Là, on parle plus de politique! »
On commence à parler de hockey, puis la merde a repogné tout de suite. T'sais. Mais je veux dire, aujourd'hui, en 2024, quand tu te promènes dans la populace, ce que tu te rends compte, c'est qu'il y a une indifférence totale par rapport à la politique, en fait. Oui, ça brasse sur les réseaux sociaux, mais cette polarisation-là qu'on voit peut-être un peu sur Twitter n'est pas dans la population pantoute. Je veux dire, dans les parties de Noël, cassez-vous pas la tête. Il n'y a personne qui parle de politique en 2024. Là. C'est de la mort. Là. Ouais. Non, ben les réseaux sociaux, c'est un microcosme de la société. Mais tu sais, je veux dire, les gens pensent à la politique, mais ils savent très bien qu'on vit dans une société aujourd'hui où si on parle de politique puis qu'on déplaît à quelqu'un, ça ne sera pas comme il y a 30 ans où l'autre personne va nous répliquer, puis il va y avoir un débat même au risque de s'envoyer chier puis de se tirer les cheveux. Non, aujourd'hui, c'est tout de suite des accusations de complotisme puis de menaces de se faire essentiellement là, ostraciser de la famille. Aujourd'hui, il y a un risque de parler de politique puis de déplaire avec des opinions politiques. Il n'y a plus c'est ce qu'on appelle en politique l'agonisme, donc un débat sain où tu as une thèse puis une antithèse qui s'opposent, puis l'objectif, c'est qu'au final, il y a une synthèse qui puisse se dégager de cette opposition-là, donc ce qu'on appelle la dialectique, c'est plus ça du tout. Oui, traditionnellement, en plus, la joute orale, la rhétorique était vue presque comme un sport. Hein. Si tu vas chez les Grecs notamment, là, puis même pendant longtemps, les universités incitaient à ça, là, organiser des débats dont le but, et même des fois, le but était de prendre une position que tu partages pas du tout et de te la faire défendre juste d'un point de vue argumentatif, parce que c'est toujours une bonne idée de se mettre dans la position de l'autre et de débattre, mais maintenant, on voit des gens qui systématiquement pognent les nerfs, se victimisent aussi. On voit beaucoup ça en ce moment sur les réseaux sociaux. Il ne faudrait surtout pas que madame ou monsieur un tel soit critiqué, parce que, puis on le voit dans le cadre de l'élection américaine, si vous critiquez Kamala Harris, c'est que vous êtes misogyne et probablement raciste aussi. Vous attendez, c'est une femme qui se présente en politique, elle aurait des propositions X, Y, Z. Je pense qu'elle peut être critiquée sur la mesure de son bilan, puis de ses idées, puis de son image publique. Puis ça fait pas en soi d'un acte misogyne ou raciste ou quoi que ce soit, là, ça n'a pas rapport. Là. Mais on est rendu dans ce contexte-là. Là, même dans nos familles, les gens vont nous dire, mettons que tu as une opinion un peu plus tranchée, puis tu l'as dit, la première réplique que tu vas recevoir, c'est on sait bien, toi. On sait bien, toi. T'es un pirate. Oui, c'est ça. C'est réglé. Un fou. C'est ça, dans les universités, il y a 50 ans, il y avait des clubs de débat, puis aujourd'hui, il y a des safe space. Je veux dire, c'est totalement l'inverse de ce qui prévalait à l'époque. Là. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir des débats alors que les débats sont littéralement, formellement interdits parce qu'il y a des safe space, puis implicitement interdits aussi parce que vous savez très bien que si vous allez dire quelque chose qui va déplaire, mégenrer quelqu'un ou déplaire à une personne X ou Y, ça va finir en plainte devant le comité anti-harcèlement ou je sais pas trop quoi. Fait que les gens, ils savent qu'aujourd'hui, là, vaut mieux se taire lorsqu'on a une opinion divergente parce que les risques de l'exprimer sont trop grands pour nous, pour notre carrière. C'est dommage, là. C'est quand je m'étais intéressé à ça en 2020-2021, ce que je m'étais rendu compte, c'est que les politiciens sont souvent les premiers avec les médias à dire hey, c'est pas drôle sur Internet, il y a de la désinformation. Puis là, c'est vraiment le sujet à la mode. Hillary Clinton qui a sorti là-dessus également. Toujours un peu une manière d'amener une forme de censure par la porte de derrière. Mais moi, je trouvais ça paradoxal parce que je me disais, oui, mais vous avez pas l'air du tout au courant de c'est quoi la littérature sur le phénomène de chambre d'écho. Ça a été étudié par des universitaires. Puis à l'époque, je me souviens, je l'ai retrouvé pendant qu'on parlait. J'avais lu un gars qui s'appelait Grant Blank. Donc, c'est un professeur de sociologie à l'université d'Oxford qui a écrit un article en 2018 qui s'appelle « La chambre d'écho est surestimée ». Donc, il est traduit en français pour les biens de la conversation. Et essentiellement, je me rappelle bien ce qu'il disait là-dedans. Il disait, en fait, les données, ce qu'elles montrent quand tu étudies ça, c'est que les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont généralement confrontés à beaucoup plus d'opinions contraires à la leur que les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui vivent dans la vie tous les jours, parce que dans ta vie, tu te mets souvent en couple avec quelqu'un qui, partage un peu tes valeurs. Tu vas choisir tes amis en fonction de tes préférences sociales ou, disons, les mêmes sports en commun, les mêmes idées un peu en commun. Alors que sur les réseaux sociaux, là, tu es exposé à
des milliers de gens qui, c'est comme vivent à des années-lumière de ce que toi t'es, à tel point que ça vous a sûrement déjà passé par la tête. Tu te dis, mais voyons, il me semble que quand on va sur Facebook ou Twitter, tu te dis, coudonc, j'ai l'impression que Québec solidaire va rentrer majoritaire à la prochaine élection. Tellement je vois de gens, tu sais, tout le même profil, là, fier papa d'un tel, fier cycliste et citoyen du monde, éco-responsable avec le drapeau de l'Ukraine, les seringues, tu sais, vous comprenez? En réalité, ce monde-là sont peut-être quoi, 1% de la population, 2%? Ben oui. Mais les réseaux sociaux t'exposent. Et vice-versa aussi, en passant. Là, tu sais, on le voit, là, les chiffres montrent qu'au Québec, il y a peut-être 12-13% là, de gens résolument à droite. Mais c'est sûr que si tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas les voir beaucoup plus. Là. Donc, lui, ce qu'il disait, je ne sais pas si ce que toi, tes recherches te montrent, c'est que, en gros, c'est pas vrai. C'est que les gens qui sont sur Internet, l'histoire de la chambre d'écho, je veux dire, c'est largement surestimé comme phénomène parce qu'au contraire, c'est plutôt l'inverse. C'est les gens qui vivent en dehors de tout ça qui sont dans une chambre d'écho parce qu'ils ne sont jamais confrontés ou pratiquement peu confrontés à des opinions contraires à la leur. C'est ça. Oui, non, c'est tout en fait, ce qui est décrit, une chambre d'écho, c'est ce qu'on appelle de l'homophilie. Donc, c'est une similitude, c'est des rassemblements de gens en fonction de similitudes de socio-économiques, de genre, de valeurs, d'opinions. Et puis, donc, c'est ce qui caractérise une chambre d'écho. Puis les études ont démontré, comme tu l'as dit, que les individus qui sont actifs, très présents sur Internet, ils sortent de leur chambre d'écho en réalité parce qu'ils ont accès à beaucoup plus d'informations alternatives que les individus qui restent prisonniers des médias traditionnels. De toute façon, regardez les médias traditionnels, l'immense majorité des articles qui sont dans les journaux, ça vient de fils de presse, l'agence France Presse ou Reuters. Il y en a trois principalement, je pense. Ouais, c'est ça, mais quand vous regardez le contenu d'un journal, l'immense majorité des articles, ça vient de ces fils de presse-là. Donc, que vous lisiez le Devoir, La Presse, le Journal de Montréal, peu importe, dans une très grande mesure, ça va être les mêmes articles que vous allez lire d'un journal à l'autre. Le fameux Sharp as Attack qu'on voyait dans tous les médias, dans la bouche d'à peu près toutes les... Voyons, comment ça que ça... Ben, c'est parce qu'ils ont été alimentés tous par le même article de la même agence de presse qui répétait cette ligne-là, où on avait l'exemple qu'on avait sorti, Yann, une année de Poiliev fait du dog whistle à l'extrême droite. Et là, on avait vu cet article-là dans Le Devoir, dans Le Soleil, dans tous les journaux, en fait, avec le même titre, les mêmes affaires. Et quand on leur fait remarquer, disant, c'est normal, on utilise des feeds de presse. Oui, mais vous pouvez quand même peut-être, je sais pas, interpréter ce qui vous est donné, le prendre, le modifier, je sais pas. C'était un copier-coller, ça me paraît un peu... C'est ça, c'est copier-coller. Donc, les gens qui se disent, moi, je lis 3 journaux différents, donc je suis une personne qui est pas dans une chambre d'écho. Au contraire, lorsque vous regardez attentivement, ces gens-là sont dans une chambre d'écho. Puis je vous donne des résultats d'une enquête empirique qui avait été faite. En 2016, lors de l'élection présidentielle américaine, les études avaient démontré que les gens qui étaient très actifs sur Facebook avaient une relation citoyenne beaucoup plus saine que les individus qui n'étaient pas présents sur les réseaux sociaux. Les gens qui n'étaient pas présents sur les réseaux sociaux avaient, eux, tendance à être éminemment partisans puis à refuser d'entendre des points de vue inverses. Puis il y a plein d'autres études qui ont montré la même chose dans le cadre d'autres élections. Est-ce que cette mauvaise perception-là vient d'une réalité qui est un peu louche, dans le sens qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui jappent fort. Par exemple, dans un contexte québécois, moi puis Frank, avec 22, 23 000, même 24 000 personnes sur Twitter qui nous suivent, on peut être considérés comme des gens qui jappent fort. Fait que les gens nous voient plus. Mais l'utilisateur moyen de réseaux sociaux, c'est pas celui qui jappe en réalité. C'est celui qui est très passif sur le réseau. Oui. Le vrai utilisateur Twitter, là, il tweet jamais, il like jamais rien, il retweet jamais rien, il fait juste scroller. Oui, il n'y a pas de photo de profil. C'est ceux qu'on appelle les fantômes, en fait. Là. Exact. Ça, mais ces gens-là, en scrollant, ils ont accès à ce que tu dis, à ce que des chroniqueurs de Québécois disent. Oui, Dubois, je sais pas. Etc. Donc, ils ont accès à nos critiques immédiates aussi, parce que si on fait un texte original de notre contenu,
puis qu'il y a quelque chose de fallacieux ou de faux ou de complètement débile dedans, la critique arrive très vite et les gens les voient, ces critiques-là. Puis tu as les notes communautaires, les community notes. Si tu dis quelque chose qui est faux, les gens ont la possibilité de dire « Attention, tel article scientifique affirme le contraire, voici le lien ». Donc, les réseaux sociaux ont développé des outils qui permettent aux gens de lutter contre la désinformation, outils qui n'existent pas dans les médias traditionnels. Non. Souvent, lorsqu'une information est erronée, il va y avoir un erratum en page 74, en bas de page 74, entre les morts et les mobylettes à vendre, pour dire « Ah, il y a 2 semaines, on a fait une erreur dans cet article-là ». Les gens ne verront pas passer ça, là. Exact. Donc, la possibilité de débunker des fake news est beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux que ça peut l'être dans les médias traditionnels. Mais, tu sais, oui, tu sais, les gens sur les réseaux sociaux jappent fort. Les fois, des gens ont des opinions extrêmement tranchées, très intransigeantes. Puis c'est ça qui fait dire aux gens, ben voici, c'est des gens qui sont pas prêts à discuter, puis il faut s'en méfier. Or, ça, c'est un point extrêmement important. Une chambre d'écho, oui, ça peut exister sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui, avec l'algorithme, les gens qui s'isolent délibérément des opinions divergentes, oui, vont se retrouver dans une chambre d'écho. Mais ça, les études montrent que c'est une infime minorité des usagers des réseaux sociaux qui agissent comme ça. C'est à peu près 3 ou 4 % des gens. Donc, pendant la pandémie, les théories du complot les plus délirantes, on montrait que de mémoire, c'était 60% des théories les plus délirantes étant en fait consommées par 3 ou 4% des usagers sur Twitter. Ouais. Donc, c'est un phénomène qui est extrêmement marginal. Donc, ça, c'est bon que tu fasses ce lien-là, parce que ce que j'ai remarqué dans la pandémie, au moment où c'était le plus intense, moi, je passais tous les jours à Radio X, moi, je recevais des plaintes pour me faire perdre ma job. C'est là que j'ai reçu des enveloppes remplies de merde au bureau là, pour faire de l'intimidation par rapport à moi. Mais à ce moment-là, ce que je voyais, là, c'était oui, le feu était pogné sur les réseaux sociaux, c'était red hot, ça jappait fort, les débats étaient intenses. Il y avait des gens qui étaient systématiquement là pour te faire perdre la job. Mais d'un autre côté, ce que tu voyais, c'est que tu avais accès à une tonne de choses. Puis tout ce qui était vraiment, 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 vraiment saucé, là, oui, il y a des gens qui tombaient dans la sauce, puis on le voyait. Mais c'est l'affaire, c'est qu'on dirait que tous les médias traditionnels se sont rendus compte qu'il y avait des gens bizarres dans notre société, des gens qui sont le 1 ou le 2% de la population, qui est extrêmement saucés. Et ils ont essayé de faire de la projection de ce groupe d'individus-là pour coller l'ensemble de tout ce qu'ils détestaient eux autres de leur côté. Donc, ils n'aimaient pas Radio X, ils n'aimaient pas Jeff Fillion, ils n'aimaient pas tous les gens qui sont à droite, ils n'aimaient pas le Parti conservateur du Québec. Ils ont essayé de coller l'étiquette des gens les plus saucés qu'il y avait sur Internet et de l'étendre à 25 à 30% de la population. Ils ont pris un gros paquet, puis ils ont mis tout le monde dedans, puis ils n'ont pas fait de distinction. Le pire, c'est que quand on voyait cette méthode-là, je voyais pas ça d'une manière machiavélique, dans le sens que je voyais ça d'une manière un peu niaiseuse. J'avais vraiment l'impression que les consommateurs, les gens de médias traditionnels qui consommaient, qui réalisaient c'était quoi le peuple, puis qui réalisaient les gens qui jappaient fort, c'était qui. Il y avait l'impression que c'est tout le monde qui jappait fort en même temps, que c'était tous les plus saucés de la gang, ils représentaient réellement 30% de la population, alors qu'il y avait une mécompréhension totale du fonctionnement de ces réseaux sociaux-là. Ils ne réalisaient pas qu'il était peut-être 500, ces gens-là, à être un peu louches, un peu weird, mais ils extrapolaient, puis ils faisaient comme si c'était une grande partie de la population, puis qu'il fallait les combattre à tout prix. Notre démocratie est en danger. Alors qu'on pourrait revenir un peu plus tard dans le podcast, mais tu sais, il y a 30 ans, la véritable polarisation aux États-Unis, elle a commencé à peu près il y a une 50aine d'années. Donc, avant même l'apparition d'Internet puis des réseaux sociaux, là. Donc, attribuer la polarisation aux réseaux sociaux puis à Internet, c'est faux. Mais il y a 30 ans aux États-Unis, au milieu des années 90, il y a eu une déréglementation des médias. C'est là où c'est ce qui a permis à l'ouverture d'une multitude de médias privés. Puis c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu une accélération de la polarisation aux États-Unis à cause de ce qu'on appelle aujourd'hui les médias traditionnels. Donc, ces mêmes personnes-là qui sont à l'origine de l'accélération du phénomène de la polarisation crachent sur la nouvelle technologie d'aujourd'hui en les accusant de tous les maux, alors qu'ils ont joué dans la même pièce depuis les 30 dernières années. Puis c'est ça qui s'est passé depuis la pandémie a vraiment mis ça en exergue, c'est que vous avez les anciens polarisateurs qui sont maintenant confrontés à une autre forme de polarisation. Puis
Puis là, ça devient un combat de qui va pouvoir maintenir le contrôle sur le narratif. Exact. Puis on est Ce en n'est plein que là-dedans. ça, hein? Toute Oui. cette histoire-là de chambre d'écho, ce n'est que ça. Oui, Qui va contrôler, qui va avoir le monopole, comment faire pour implanter de la réglementation qui va protéger ce monopole-là. Tu sais, je veux dire, c'est très corporatiste. Là. Oui, en fait, en réalité, la réglementation, là, pour sauver la démocratie, c'est de la foutaise. C'est réglementer les nouveaux médias qui les concurrencent, tout simplement pour éliminer cette concurrence-là, pour qu'eux puissent maintenir la mainmise sur le narratif. Ben, écoute, j'ai pas le graphique sous la main, mais on en a parlé dans un podcast il y a peut-être un mois et demi de ça. C'était un rapport d'enquête qui montrait l'évolution des appartenances politiques dans les médias aux États-Unis. Et ce que tu voyais, et tu pouvais le juxtaposer avec la courbe en fait, le graphique de la confiance que les gens ont envers les médias traditionnels. Parce qu'on dit toujours, les grands médias abordent ce phénomène-là un peu comme quasiment un phénomène météorologique. Là. Alors, on ne sait pas trop pourquoi les gens ont moins confiance en nous, donc ils vont se radicaliser sur des chambres d'écho sur Internet. Grosso modo, c'est ça un peu le discours qui est donné. Et là, ils disent, ben, regardez, dans les années 70, il y avait comme 60-70% des gens qui disaient qu'ils avaient confiance aux médias traditionnels, aux médias mainstream, appelez ça comme vous voulez. Et maintenant, on est dans les alentours de 20-30%. Dans plusieurs pays, Canada, on a su que c'était 32% dans une enquête du CRTC il n'y a pas longtemps. 31-32%. Aux États-Unis, je pense que c'est en bas de ça. C'est peut-être 25%, 20-25%. Et ce que tu voyais, c'est on voit un découplement à peu près au même moment dans les années 70 où, en 1970, tu avais, faisons des chiffrons parce que je me souviens plus des chiffres précis, mais c'était essentiellement 30% de républicains, 30% de démocrates, puis 30% d'indépendants dans la répartition des journalistes. Aujourd'hui, on est à quelque chose comme 5% de républicains et les autres sont pratiquement tous démocrates / indépendants. Et là, tu te dis, ben, c'est un peu normal que les gens qui ne se retrouvent pas dans ce type de nouvelles-là migrent vers de nouvelles plateformes. Le podcast en est un exemple. C'est pour ça que les grands podcasts américains qui ont du succès sont pratiquement tous des podcasts de droite. Parce qu'ils utilisent un autre espace. Et c'est pour ça que Donald Trump, dans l'élection, multiplie les entrevues dans les podcasts et boude plutôt les médias traditionnels. Parce que ce sont des nouveaux endroits qui lui permet de rejoindre ses élèves. Tu sais, les gens disent ouais, pourquoi Trump n'est pas allé à MSNBC? Ouais, mais je veux dire, pourquoi il reste s'adresser aux madames qui écoutent The View? C'est pas son public. Ou aller à Oprah Winfrey ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il va gagner? 2-3 votes peut-être, ou peut-être même en perdre. Alors que sur des plateformes, les nouvelles plateformes, c'est là que tu peux avoir connecté directement avec ton électorat. Donc, mais tu sais, comme tu dis, ils se plaignent de phénomènes qu'ils ont eux-mêmes contribué à alimenter en créant artificiellement ou par biais de sélection une uniformité. Tu sais, on le voit les gens le voient dans les médias québécois, ils regardent des panels, là, je ne sais pas moi, à RDI, pas pour en cibler un plus qu'un autre, mais mettons lui. Puis là, tu dis, bon, on a 4 intervenants, 4 anciens politiciens qui sont plus ou moins d'accord toujours sur les mêmes thèmes. Et c'est supposé d'être ça comme l'intérieur des opinions acceptables, c'est à l'intérieur de ces 4 c'est dans les nuances. C'est ça, les opinions acceptables se situent au niveau des nuances. Mais la remise en question du narratif au complet, c'est interdit, c'est pas permis, là. Non, c'est spectaculaire. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que l'arrivée des médias alternatifs, oui, c'est une forme de concurrence. Toutes les stratégies de chambre d'écho, de désinformation, de demande de réglementation, c'est clairement du corporatisme crasse. Mais il y a aussi des gens qui ont fait un beau tour, il faut se le dire. Il y a des gens qui, dans les médias traditionnels, parce qu'il y a encore beaucoup de commandites qui sont là, parce qu'au niveau canadien et provincial, au Québec, il y a encore beaucoup de subventions au niveau des médias. Il y a beaucoup de budget de publicité acheté par les gouvernements. Il y a une sloppiness qui s'est installée qui est tout simplement effrayante, je trouve, dans notre journalisme. On nous présente un peu le journalisme en 2024 comme étant quelque chose d'honorable, quelque chose qui est le 4e pouvoir, c'est quelque chose qui est important pour la démocratie, ainsi de suite. Mais j'ai l'impression qu'on parle de journalistes des années 70-80. J'ai pas l'impression qu'on parle des journalistes d'aujourd'hui. Non.
Ben non, ils relaient les informations du gouvernement, puis je pense que ça a été très clair aussi pendant la pandémie. Tu sais, évidemment, ce qui irrite le plus les gens, c'est les gens réalisent que tous les médias traditionnels ont des billets. Dans certains cas, c'est très explicite. C'est Fox News, tout le monde sait que c'est très à droite, c'est républicain. MSNBC, c'est démocrate, c'est à gauche, ou liberal en anglais. Tout le monde le sait, ils s'en cachent pas. Donc, si les gens décident d'écouter ces postes-là, ben, ils savent que l'information qu'ils vont avoir est à quelque part biaisée parce qu'il y a le biais idéologique qui va orienter la nouvelle. Tout le monde le sait, et puis les gens qui écoutent ces postes-là, ils l'assument. Mais dans la mesure où ces médias traditionnels-là reçoivent pas de subventions de l'État, bon, ben, tu sais, c'est pas grave. Mais à partir du moment où un média comme celui-là reçoit des subventions de l'État, c'est là où il y a un problème. Parce que Fox News, mettons, je sais pas si c'est entièrement privé, probablement, mais si c'est entièrement privé, puis ce qui est raconté là, vous trouvez que c'est trop biaisé, ça vous déplaît, mais vous écoutez pas le poste. Puis à la limite, si vous voulez vraiment là, montrer votre opposition à Fox News, vous allez arrêter d'acheter des produits des compagnies qui achètent de la publicité à leur poste. Tu sais, si vous voulez vraiment aller aussi loin que ça, le citoyen a la possibilité de manifester son mécontentement. Dans le cas des médias traditionnels comme Radio-Can ou CBC, qui sont subventionnés avec les taxes et les impôts des gens, vous n'avez pas cette possibilité-là de dire « ça suffit, je ne veux pas encourager un média qui est biaisé de la sorte ». Parce que c'est financé à coût de millions et de millions de dollars par vos taxes et vos impôts. Tu sais, la solution, c'est d'arrêter de payer ces taxes et ces impôts, puis honnêtement, c'est pas vraiment une bonne idée, vous allez vous ramasser en prison. Donc, c'est ça qui irrite les gens, c'est de réaliser que leurs deniers publics servent à financer une information qui n'est pas de l'information, qui est orientée idéologiquement et qui contribue à subventionner aussi des émissions qui sont pas des émissions d'information, mais qui sont des émissions où les gens se demandent au final, ça sert à quoi tout ça? C'est supposé être drôle, mais c'est quoi l'objectif d'un diffuseur public comme ça de dépenser des sommes colossales pour une émission qui, au final, apporte absolument rien à la société? Tu sais, ça, c'est un gros problème qui... Découverte, ils ne jouent pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à Radio-Canada. Moi, je pense que beaucoup de médias, en fait, le réel litige qu'ils ont, c'est ce qu'on disait un peu tantôt, mais je vais l'exprimer autrement, le réel litige qu'ils ont avec les nouveaux médias, les nouvelles plateformes, c'est qu'ils ne peuvent plus avoir le monopole de l'intermédiaire entre l'information et le public. Donc, c'est un peu le même principe. Je reprends souvent cet exemple-là, mais quand il y a eu le grand schisme là, dans la chrétienté, là, et c'est quoi qu'on reprochait à Martin Luther? C'était qu'il voulait traduire la Bible en allemand pour que les citoyens puissent la lire sans l'intermédiaire du prêtre. Ben oui, et le prêtre ne peut pas voir son monopole. En fait, le monopole qu'il a sur l'accès à la connaissance, donc l'accès au livre, c'est lui qui l'a. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu viens dire, ben, on va la mettre dans le langage commun que tout le monde parle, plutôt que juste en latin ou en grec? Là, tout le monde peut la lire, tout le monde peut se rendre compte même que, hey, mais finalement, M. le curé, il a dit que c'était ça qui était écrit, mais c'est pas ça qui est écrit. Ou c'est pas mon interprétation. C'est pas mon interprétation. Qui est donc là, donc, dans les médias traditionnels, maintenant, de plus en plus, ce qui les gêne, c'est que, vous remarquerez, même maintenant, ils doivent réagir. Leurs nouvelles sont des réactions à des choses qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Donc là, ils réagissent à un tweet de Donald Trump ou un message de Trump sur Truth. Là, tu te dis, mais normalement, eux, ce qu'ils voudraient, c'est réagir à Trump qui leur parle en conférence de presse, pas à Trump qui parle sur Facebook ou sur sa propre plateforme auquel ils n'ont peut-être même pas accès. Là. Et l'autre catégorie de gens qui n'acceptent pas d'être remis en question là-dedans, ce sont ces métiers qui ont été créés de toutes pièces à partir de 2016, qui sont les fact-checkers. Et ça, ce sont des espèces de clercs, de curés de l'information qui prétendent avoir une genre de... Eux, en fait, ils ont une genre de science infuse et quand quelqu'un parle, ils savent si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, ils peuvent fact-checker les gens. Éventuellement, c'est toujours les mêmes qui sont fact-checkés. Les autres ne le sont pas. Ah ouais. Et ce qui les gêne absolument d'une plateforme comme X et de ce que fait Musk, c'est ce que tu disais tantôt, les community notes. Je vous en mets un exemple à l'écran parce que c'est un exemple, je trouve, parfait pour ça. La semaine passée, Jack Metzing écrit sur son compte Twitter « La compagnie Synovus a fait 37 millions de profits. »
Elle en a fait 64 milliards en 2022. Là, il dit les grosses compagnies pétrolières font des profits records, ils brûlent la planète et ils demandent en plus du soutien public. C'est temps de mettre fin à la free ride des compagnies de gaz et de pétrole. On descend un petit peu. Community note, on dit en bas, ouais, en fait, si on regarde le rapport financier de 2023, les profits, c'était pas 37, mais 4,1 milliards, en baisse de 36 % par rapport à 2022. Est-ce qu'un journaliste, est-ce que vous avez lu cette remise en question-là dans les médias grand public? Non, c'est ça. Ça n'a pas été écrit nulle part. Il a mélangé revenus et profits. Ce qui est majeur comme gaffe. Ce qui est majeur quand tu aspires à être premier ministre d'un pays du G7. Là. Donc ça veut dire que si vous avez écouté, ça a été rapporté dans une nouvelle, un média traditionnel, les gens ont écouté ça, le reportage de 2 minutes et demie, puis ils se sont dit « Oh mon Dieu, les pétrolières, quelle belle gang de crosseurs ». Les gens qui sont pas actifs sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils ont en tête maintenant. Exact. Alors que les gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux savent maintenant que ce qui a été dit par Jack Meat est faux, est pas vrai. Il y a des profits, oui, mais c'est pas des profits comme ceux qui ont été révélés dans le reportage. Donc, les médias grand public, c'est comme tu l'expliquais, l'exemple de Martin Luther est excellent. Ils acceptent pas que le fait que les gens sont capables de faire preuve de discernement, d'esprit d'analyse, d'esprit critique, bref, que les gens qui les lisent sont intelligents. Bien, regardez, on va finir la partie gratuite avec Jeff, avec l'autre aspect des médias sociaux, je pense, qui dérange beaucoup les journalistes des médias traditionnels. Pierre Martin écrit ce matin, ou hier soir, « Il semble que j'ai publié un tweet qui ressemblait beaucoup à d'autres tweets, péché capital. À la place, j'aurais dû inciter une insurrection, falsifier des documents d'affaires, tripoter des femmes, frauder des créanciers et voler des documents secrets. Ça, c'est admirable. » À quoi il fait référence, c'est que Pierre a fait un tweet, puis je vais vous lire le tweet de Pierre en français. L'ironie. Tu peux dire peut-être l'image. Ouais, il y en a tout juste cliquer dessus. Comme ça. L'ironie, c'est quand, avec son verdict de culpabilité à 34 chefs d'accusation criminelle, Trump ne pourrait probablement pas être engagé pour travailler au McDo. Le problème de ce tweet-là, c'est quand on regarde un autre tweet anglophone de John Cooper, The irony is that Trump's 34 felony convictions would prevent him from getting a job at McDonald's. C'est un copier-coller. C'est la même journée à quelques heures. Ouais, à quelques heures. 2h30 de différence. Bon, ben c'est ça. Tu sais, honnêtement, là, nous, on a des détecteurs. Lorsque les étudiants remettent des travaux, on a des détecteurs pour trouver du plagiat, du copier-coller. Puis honnêtement, si je voyais un paragraphe comme ça serait le logiciel là, le mettrait en lumière. Puis l'étudiant en question aurait des sanctions pour plagiat. Le problème dans le cas de Pierre Martin, le problème dans le cas de Pierre Martin, c'est que c'est pas juste ce tweet-là. C'est quand vous vous rappelez, sur la partie Patreon récemment, on avait regardé un de ses textes qui était fait du 12 septembre. C'est un texte qui parlait du sandwashing. Oui. On a trouvé la version originale de ce texte-là le 10 septembre dans Murder Jones, qui est un média de gauche aux États-Unis. Mais donc, pas... deux jours avant. Oui, exactement. Pas centre-gauche, mais vraiment de gauche. Fait que là, moi, avec cette affaire-là de Pierre Martin qui minimisait l'impact de son plagiat, tu sais, mettons, si le gars s'assume tout ça, j'ai pas le goût d'y taper dessus, mais il s'assume absolument pas. Puis il dit, hey, Trump, il est pire que moi, fait que crissez-moi appel. Grosso modo, c'était ça, le tweet de Pierre Martin matin. Ben, j'ai dit, regarde, on va sortir ton texte du 12 septembre, mon ami, parce que là, c'est trop semblable. Puis, comme je n'ai pas le logiciel que Jeff parle, j'ai demandé à GPT de le faire. La conclusion de GPT est savoureuse. Les deux textes présentent une forte similarité, non seulement dans les idées générales, mais aussi dans l'utilisation d'exemples spécifiques et dans la structure argumentative. Ils partagent le même point de vue, critique envers Trump et les médias, et ils utilisent des exemples identiques pour illustrer leur point de vue. Une comparaison détaillée révèle une reformulation significative, mais avec une similarité conceptuelle évidente. Ouais. Mais ce gars-là a présenté son texte comme un texte original dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, et ça a été fortement subventionné par mes taxes et impôts. Ça, oui. Ben, la moindre des choses, en tout cas, d'un point de vue académique, ça aurait été de dire en commençant, j'ai lu un excellent texte dans tel journal, je vous fais part des grandes lignes. Et je paraphrase. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça, il n'y a pas de problème, c'est de la paraphrase. On admet qu'on s'est inspiré d'un texte qu'on a trouvé exceptionnel, qu'on a trouvé excellent. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est le fait de se faire pogner, puis le nier.
sais, pour reprendre un exemple religieux, c'est le curé à tous les dimanches en chair qui parle de chasteté puis qui se fait pogner au bordel. Qui dit à tout le monde, c'était pas moi, c'était pas moi. Ben, regarde, c'est je veux ça. dire, c'est Puis, ça qui est ça, hein? corrige-moi si je me trompe, Jean-François, mais dans le monde académique, dont tu fais partie et dont Pierre Martin fait partie également, le plagiat, c'est pas quelque chose qui est toléré longtemps, j'ai l'impression. Non, il y a des professeurs qui ont été renvoyés, qui ont perdu leur emploi pour plagiat. D'ailleurs, l'ancienne présidente de Harvard, Claudine Gay. on avait découvert qu'il y avait des trucs qui avaient été plagiés, puis c'est la raison officielle pour laquelle elle a été forcée de démissionner. Donc, non, c'est un truc qui est impardonnable. Puis nous, avec les étudiants, on est extrêmement intransigeants. C'est pour ça qu'on a des logiciels qui détectent le plagiat. Écoute, moi, honnêtement, là, vous allez peut-être me trouver excessif, trouver ça vraiment chiant, mais j'ai un étudiant à la maîtrise, dans son travail de session, donc il s'est tapé 4 mois de cours avec moi. Dans son travail de session, il y avait un paragraphe d'un travail de session qui faisait une quinzaine de pages, qui était copié-collé d'un de mes livres à moi. Je m'en suis rendu compte tout de suite. J'ai même pas eu besoin du logiciel pour le savoir. C'était ton livre. C'était mon livre. Un seul paragraphe, là. Donc, c'était quoi? C'était peut-être 7-8 lignes sur une dissertation qui faisait 15 pages. Ben, la sanction, ça a été échec pour le cours. Donc, il a fait appel devant le comité disciplinaire, devant le doyen, puis ma sanction a été maintenue. Donc, quand je parle d'intransigeance en matière de plagiat, là, c'est ça, c'est extrême à ce point-là. Mais c'est ça. Donc, avec les réseaux sociaux, ça permet à Joe Binou, à monsieur, madame, tout le monde, de pouvoir mettre en lumière un cas de malhonnêteté intellectuelle, de plagiat de la part d'un individu dont une partie de son salaire est subventionné avec vos taxes et vos impôts. Donc, évidemment, quand vous vous faites pogner pour ça, vous êtes pas content contre les réseaux sociaux, puis vous leur prêtez toutes les mauvaises intentions du monde, là. Oui. Écoute, écoutez, chers auditeurs, si ce que vous avez entendu vous intéresse, ce genre de thématique-là vous intéresse, on vous rappelle la conférence qui s'intitule Vers un grand remplacement technologique, point d'interrogation, qui se déroulera à la scène Le Bourgneuf. J'y serai avec Jean-François pour interagir avec les auditeurs, avec les participants qui vont être là. Puis il y a une grande discussion sur l'impact qu'aura l'intelligence artificielle dans les prochaines années dans nos vies, sur le monde du travail et sur la question de l'intelligence elle-même. On va faire une discussion là-dessus. Donc, on invite les gens. Il y a aussi une captation, Jean-François, si je ne me trompe pas, qui va être qui est faite pour que les gens qui ne puissent pas y être physiquement puissent le regarder. Donc quand vous allez sur le site pour acheter des billets, il y a en fait 2 événements la même soirée. Il y a un événement, c'est pour les billets physiques, puis l'autre événement, c'est pour l'achat d'un billet virtuel. Donc, 24 heures avant l'événement, les gens vont recevoir un lien sécurisé qui ne peut pas être partagé avec d'autres personnes, qui va leur permettre là, de se connecter à partir de 19h le 2 décembre pour nous suivre à distance. Parfait. Donc, nous, on continue quelques instants sur Patreon, chers auditeurs, avec Jean-François, et on a plein d'autres sujets à aborder. Donc, joignez-vous à nous. On y va de ce pas.